Bon, mais puisque ça fonctionne, Ah, c'est parti. avant de partir, mais c'est plus fort. Voilà. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous sommes 32 participants. Le document qui? Aucune idée. Patricia, ton micro est coupé, hein? Est-ce que c'est normal? On est déjà 33. Oui. Ça fait 27 et 11, ça fait 38, 40. On doit être en tout, si je compte bien. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà. Bonjour. On va commencer par faire l'ordre de présence de ce conseil communal conjoint avec celui du CPS. Donc, c'est-à-dire c'est un conseil qui se rencontre une fois par an, qui aurait dû se rencontrer au mois de juin, mais à cause de la crise sanitaire, on n'a pas pu le faire. Et donc, c'est un conseil tout à fait particulier parce que nous avons les conseillers communaux dans leur ensemble, ainsi que les conseillers du CPS. Et c'est l'occasion de pouvoir échanger, notamment, en tout cas aujourd'hui, sur nos synergies. Donc, j'explique un petit peu parce que nous sommes en ligne sur Facebook pour que tout le monde puisse comprendre que ce n'est pas un conseil normal, mais un conseil exceptionnel. Donc, on va commencer par l'appel des noms. Je vais demander au CPS, donc à Monsieur Pirard et à Madame Van der Linden qui sont dans la même pièce, s'ils peuvent commencer par les membres du CPS. À vous l'honneur, Madame Van der Linden. Monsieur Oui. Pirard, je ne sais pas ce que vous avez décidé. Oui, mais je pense que j'ai Paola Connor. On n'est pas dans la même pièce. Ah, vous n'êtes pas dans la même pièce. Ah oui, voilà. Benjamin. Présent. De Vester. Gérard Dive. Présent. Mélusine. Présent. Stéphane Skurs. Présent. Claude Spinois. Oui, présent. Anne Thierry. J'ai pas vu encore Anne. Philippe Tinan. Oui. Pascal Van Mega. Oui. Merci Pascal. Bénédicte Mointequin. Oui. Et voilà Anne qui vient de nous rejoindre, Anne Thierry. Oui. Voilà, et moi-même. Nous sommes donc au complet pour le CPS. Merci beaucoup. Donc, je vais nommer pour la commune Monsieur Thierry Bennert. Oui, bonjour. Monsieur Olivier Cardon. Il n'est pas encore là. Monsieur Olivier Cardon. Bon, si jamais. Voilà, Ah, voilà, il est là. Monsieur Christian Châtel. Oui. Oui. Monsieur Michel Conrad. Il doit arriver. Mais... Il n'est pas là. Quand il arrive, vous savez nous le signaler, Monsieur Dubuisson? Pas de problème. Je vous remercie. Monsieur Vincent Darmstatter. Oui, présent. Monsieur Philippe de Cartier-Dive. Oui, présent. Monsieur Michel de Scuter. Oui, je suis là. Madame Catherine de Troyer. Présente. Monsieur Étienne Dubuisson. Présent. Monsieur Julien Gobert. Présent. Présent. Madame Amandine Onhon. Présente. Madame Anne-Françoise Jean Jardon. Oui, présente. Madame Anne Lamblin. Je ne l'ai pas vue. Anne Lamblin. Donc, Madame de Troyer, si vous la voyez arriver, vous nous le signalez. D'accord. Attendez, voilà. Madame Aurélie Laurent. Oui, bonsoir. Elle est là. Monsieur Philippe Loers.
Non? Il doit arriver, on va vous le signaler s'il arrive. Madame Onhon, quand il arrive, vous nous le dites? Oui. Merci. Madame Barbara Lefebvre, je l'ai vue. Oui. Oui, présente. Madame Fabienne Petit-Burguin, je l'ai vue aussi. Madame Charlotte Rigaud, je l'ai vue aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Sylvain Thiebaud. Oui, présent. Oui. Et Monsieur Andrea Zanaglio. Oui, bonsoir. Alors, Monsieur Garny. Présent. Monsieur Hanin. Présent. Monsieur Vertet. Oui, présent, merci. Monsieur Remu. Présent. Et moi-même, oui, Monsieur Pirard étant au CPS. Madame Lebon, vous m'avez Et oublié. Monsieur Loers est là. Monsieur Loers est là. Bonsoir. Donc, Patricia, moi je suis là aussi. ah, c'était toi que je devais nommer en premier lieu. Madame Van de Net. Présente. Présente. Voilà, sorry. Je pense que j'ai vu Anne Lamblin, elle vient d'arriver. Madame Anne Lamblin. Je suis là, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Donc, tout le monde est là. Il manque Monsieur Koundratz. Donc, Monsieur Dubuisson, quand vous le voyez arriver, vous nous le signalez. Donc, pour commencer, j'aurais voulu vous signaler le décès de Monsieur Cortier, qui a été directeur au service urbanisme de la commune. Donc, avoir une petite pensée pour lui aujourd'hui et pour sa famille, auquel nous souhaitons, nous présentons nos condoléances. Voilà. Bourgmestre, vous aurez sûrement appris le décès de Jean Gervy aussi. Oui, tout à fait. Jean Gervy aussi. Oui, tout à fait. J'aurais jamais dû me sortir de l'esprit, mais ok, d'accord. Mais on fera une minute de silence au prochain conseil communal, s'il vous plaît. Je pensais que c'était, voilà, tout à fait. Je pense que c'était vraiment important, mais ça sera au prochain conseil communal. Ici, c'est une information. Ça va? Alors, on va commencer par le premier point, c'est les synergies communes CPS, économie d'échelle. Monsieur Pirard. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, il y a bien 2 points lors du jour aujourd'hui de ce conseil conjoint, la présentation de notre maison et le rapport de synergie. Donc, moi, je vais brièvement vous présenter ce dernier point. Donc, le rapport sur les synergies, les économies d'échelle, la suppression des doubles emplois ou les chevauchements d'activités entre la commune et le CPS est une annexe qui est obligatoire au budget du CPS. Et ce budget sera présenté ce jeudi au Conseil de l'action sociale. C'est la raison pour laquelle on ne savait plus reporter non plus ce conseil conjoint qu'on avait espéré pouvoir faire en présentiel, mais ce sera une première cette fois-ci de manière virtuelle. Donc, comment cela s'est-il déroulé? Ce rapport a d'abord été établi par le directeur général communal et le directeur général faisant fonction du CPS. Puis, il était soumis à l'avis du CODIR conjoint de la commune et du CPS lors d'une des réunions qui s'est tenue à la mi-octobre. Donc, pour rappel, le CODIR, c'est donc le comité de direction qui reprend, outre les grades légaux, donc DG, directeur général, directeur financier, et également pour la commune, la directrice générale adjointe, les responsables de certains services. Un compte-rendu d'ailleurs de cette réunion se trouve dans le dossier qui est à disposition des conseillers. Ensuite, ce rapport a été présenté au comité de concertation commune CPS, dans lequel il y a 3 représentants politiques de la commune et 3 représentants du CPS à la fin du mois d'octobre. Et enfin, il est présenté ici au conseil conjoint ce soir. Alors, avant de parcourir brièvement ce rapport, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont évidemment travaillé sur ce rapport, dont vous le verrez, l'approche, en tout cas la mouture, sont totalement différentes des années précédentes pour celles et ceux qui s'en rappellent. C'est un document qui n'est, à mon avis, pas facile à rédiger, car je pense qu'il peut y avoir des visions et des perceptions qui sont fortement différentes, ou en tout cas différentes entre les 2 administrations, et c'est bien normal. Les administrations, dans un premier temps, ont pu émettre leur avis et rédiger un rapport conjoint, et c'est maintenant à nous, mandataires publics, de pouvoir apporter les modifications à ce rapport si vous le jugez nécessaire. Alors, en page 13 du dit rapport, vous verrez qu'il y a une grille de synthèse et je vais vous proposer donc de commenter les 3 principaux axes. Le premier, c'est au niveau de l'informatique. On voit que la cotation et au niveau de l'informatique, ça ne fonctionnait pas très bien, il faut l'avouer.
Il faut aussi avouer qu'il y a une très nette amélioration depuis l'intervention d'une société extérieure qui est IMIO et également depuis l'engagement des 2 nouveaux informaticiens au niveau de la commune. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de retard à rattraper. On en a parlé déjà au dernier conseil communal, que ce soit au niveau de la sécurité informatique, que ce soit au niveau des serveurs, au niveau du parc informatique à renouveler, au niveau des PC à installer. Il y a beaucoup de boulot en perspective. Mais en tout cas, je pense que maintenant, ça va dans le bon sens, tant à la commune qu'au niveau du CPS. Et je suis sûr que si vous avez des questions particulières sur l'informatique, M. Hanin, qui a ses compétences en charge, se fera un plaisir de répondre à vos éventuelles questions. Alors, le deuxième axe de synergie ou de collaboration, c'est le SIPPT, le service interne pour la prévention et la protection au travail, avec l'engagement récent d'une deuxième personne pour ce service-là au sein de l'administration communale. Mais ça va également dans le bon sens, dans la bonne direction. Mais il faut bien avouer, pour être tout à fait honnête avec vous, qu'à l'heure actuelle, la situation de ce service est très compliquée. Et pour le moment, le SIPPT ne gère que l'urgence. Il ne faut évidemment pas oublier et remettre ça dans son contexte que Rixensart a certainement de nombreuses spécificités avec un travail très diversifié. Les besoins et les risques, par exemple, du service travaux ne sont absolument pas les mêmes que ceux d'une piscine communale, que d'une crèche ou d'une maison de repos au CPS. Et donc, afin de définir les priorités et les moyens, qu'ils soient financiers et humains, à mettre en place, le comité de concertation a demandé que le CODIR conjoint se réunissent, donc conjoint commune CPS, et de revenir vers lui afin de pouvoir établir une feuille de route justement pour le SIPPT et voir comment on allait travailler ensemble pour le futur. Alors le troisième point qui était également mis en avant, mais c'était tout ce qui concerne les marchés publics. Je pense là, vous avez pu le voir, il n'y a pas grand-chose à faire, peut-être mettre un petit peu d'huile dans les rouages entre les 2 services pour améliorer la formalisation des échanges entre les 2 services. Mais il n'y a pas vraiment de remarques particulières sur ce point. Et donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que vous avez pu lire ce beau rapport qui est très différent également des années précédentes. Mais si vous avez des questions ou des commentaires, la directrice générale du CPS, le directeur général communal, Madame la bourgmestre et moi-même, sommes à votre disposition. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je demanderais que les personnes qui ne parlent pas ferment leur micro. Madame la bourgmestre, puis-je prendre la parole? Monsieur Gérard Dive. Merci Madame la bourgmestre. Merci Gaëtan pour cette présentation. J'aurais un commentaire général assez bref et 3 questions, suggestions spécifiques. Alors, le commentaire général d'abord. Je tiens à remercier le comité de direction conjoint au nom du groupe des conseillers écolos pour le travail réalisé à l'occasion de ce nouveau rapport annuel. Grâce notamment sans doute au nouveau cadre dressé par la région wallonne et à la volonté déclarée du comité de direction conjoint de mieux coopérer, le rapport de cette année présente une vision beaucoup plus transparente et beaucoup plus complète de ces synergies et c'est très bien. Les synergies actuelles sont objectivées dans leur objectif, les modes de réalisation, la mise en œuvre, les améliorations envisagées et les nouveaux objectifs à mettre en chantier sont clairement identifiés. La décision de tenir plus régulièrement des comités directeurs communs a été encouragée. Le PV du dernier CODIR conjoint fait ressortir un souhait de changement et d'approfondissement des synergies et c'est parfait. Est-ce que je peux demander que les personnes, excusez-moi Monsieur Dive, les personnes qui ne parlent pas coupent leur micro s'il vous plaît. Madame Lamblin. Voilà, merci. Allez-y, Monsieur Dive, excusez-moi. Merci, Madame la bourgmestre, il n'y a pas de problème. Alors, 3 remarques spécifiques. Premièrement, les marchés publics. Alors, on salue la volonté de renforcer les synergies dans le domaine des marchés publics. Toutefois, il faut se rappeler que les programmes stratégiques transversaux, les PST des 2 entités, la commune et le CPS, ne sont pas identiques sur la question des marchés publics. Le PST du CPS, par exemple, a établi un objectif opérationnel explicite et général qui prévoit d'inclure, chaque fois qu'il échait, je cite, un critère éco-responsable dans la politique d'achat de travaux et de marché public. Pouvez-vous me confirmer que cet objectif sera bien respecté aussi pour les marchés communs? Sinon, la procédure de marché commun serait une manière de contourner le PST du CPS, ce qui n'est évidemment le souhait de personne, j'imagine. Pour nous, les critères prévus par les 2 PST doivent être cumulatifs dans le cas des marchés communs.
Alors, deuxième remarque spécifique, sur la synergie intitulée Pôle logement. Le rapport contient à ce sujet un commentaire qui dit, je cite, « L'octroi des logements se fait en coopération avec le CPS ». Je voudrais savoir exactement de quel logement on parle, s'il s'agit bien des logements de la régie foncière, parce que dans ce cas, la plus grande partie des logements de la régie foncière sont octroyés par le bureau de la régie qui n'a pas connaissance des dossiers CPS des candidats locataires. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse préciser en quoi consiste exactement cette coopération, quelles en sont les limites et comment éventuellement dépasser ces limites. Si c'est juste une coopération entre administrations avant la décision de l'octroi du logement. Et enfin, dernière remarque, sur le dossier ménage accompagné, la mise en œuvre de la synergie est dite maîtrisée dans le rapport. Nos informations permettent de savoir qu'elle est effectivement au moins opérationnelle. Par contre, la mise en œuvre de la convention relative au ménage accompagné ne fera l'objet d'un rapport que l'an prochain dans le rapport annuel du CPS. Ce n'est que sur la base de ce rapport qu'il semblerait possible de déterminer si cette synergie est maîtrisée ou non. Seriez-vous d'accord dès lors de parler à ce stade dans le rapport des synergies de résultats opérationnels plutôt que maîtrisés et de prévoir que le rapport de mise en œuvre de cette synergie apparaisse aussi dans le prochain rapport annuel de la commune, puisque, en effet, cette mise en œuvre dépend d'une convention qui est commune, co-signée par la commune et le CPS. Merci d'avance pour vos réponses. Moi, je peux vous répondre assez simplement pour la première question, marché public commun, conjoint. Mais il est bien évident, quand on fait des marchés publics conjoints, évidemment, les deux parties doivent s'y retrouver. Donc, je pense que vous devez avoir tous vos apaisements à ce sujet-là. Deuxième question, redites-moi, c'était quoi la deuxième question? Est-ce que vous en avez posé plusieurs, l'une derrière l'autre? C'est sur le pôle logement, lorsqu'on dit que l'octroi des logements se fait en coopération avec le CPS, ce que je souligne, c'est que la plupart s'il s'agit des logements de la régie foncière, l'octroi de la plupart de ces logements ne se fait pas, par exemple, par public, oui. mais par mais je pense que bureau. ce sont les logements, monsieur Dive, les logements de transit et d'insertion. C'est Uniquement. le pôle logement du LTI, donc les Oui. logements de transit et insertion qui sont au niveau de chez Déclic. Je ne sais pas si monsieur Vertet veut dire quelque chose de plus par rapport à ça, par rapport au pôle logement, mais en tout cas, c'est les pôles logements qui sont au niveau de chez Déclic et pour lesquels la Société de Notre Maison est également partenaire, tout comme l'LCPS et d'autres acteurs, que ce soit l'ONE, des choses comme ça par rapport à l'attribution de tels logements. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose de plus. Oui, c'est à partir du pôle global d'attribution, de toute façon. Est-ce qu'il serait possible alors de le préciser dans le rapport? De quel logement il s'agit? Oui, pas de souci. Parce que pour nous, le pôle logement, c'est automatiquement le logement de transit et d'insertion, donc on peut le préciser sans problème. On peut clarifier, c'est vrai. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci pour ça. La troisième question? Oui, c'était dans le cadre des ménages accompagnés, c'est ça. OK. Monsieur Pirard. Vous proposez de passer de maîtrisé à opérationnel, c'est ça? Oui. Et d'attendre le rapport annuel dans le rapport annuel du CPS, et on propose aussi d'ailleurs dans le rapport annuel de la commune, puisque c'est la mise en œuvre d'une convention commune, pour pouvoir vérifier s'il s'agit bien d'un objectif maîtrisé. Je suis moyennement favorable à cette option-là, parce que on l'a ici renouvelé ici en 2020 au niveau des ménages accompagnés avec la société de logement public Notre Maison notamment, tout à fait. Mais par contre, ça existe déjà depuis 2015. La situation par rapport au logement accompagné existe depuis 2015. Et je pense, en tout cas, des retours que j'en ai au niveau des équipes, ça fonctionne. Donc, est-ce que c'est maîtrisé? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut le passer en efficace plutôt qu'en maîtrisé? Pourquoi pas? De dire qu'il est opérationnel, je pense que c'est peut-être un petit peu trop sévère par rapport à la vision qu'en a les services sur le terrain. En tout cas, donc voilà. Je veux bien le passer en efficace, en opérationnel. Je trouve ça peut-être un petit peu trop rude. Ok. L'idée n'est pas d'être rude. L'idée, c'est juste d'avoir un élément de
comparaison. De comparaison et de contrôle, oui. Bon, moi, le passer en efficace, ça ne me choquerait pas de le passer en niveau 3 pour ce point-là. Parfait, merci. OK. Alors, est-ce qu'il y a un autre groupe qui a une question? J'ai une question. Monsieur Dubuisson. Oui, merci Madame la bourgmestre. D'abord, c'est vrai, c'est un très beau rapport. Première vue, les tableaux sont peut-être un peu difficiles à comprendre, mais in fine, ils sont très clairs. Par contre, j'ai quand même une petite question à vous poser. J'ai bien compris qu'il y avait des différences de perception au niveau de la synergie, mais je crois que vous avez convenu de vous réunir plus souvent pour essayer de pallier ce problème. Mais par contre, j'aurais bien voulu savoir en quoi le CPS se sent très dépendant de l'intracommunal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre à cela? Monsieur Pirard ou Madame van der Linden? Il faut remettre le micro pour parler. Je suis en train de regarder qui a rallumé son micro. Non, parce que la question, c'est pour le CPS. Pour moi, la question est pour le CPS. Oui, Monsieur Vertet? Oui, moi je pense que dans ce qui transpire du rapport, ce qu'on pourrait éventuellement interpréter et comprendre, c'est qu'il s'agit plus d'une délégation de la commune vis-à-vis du CPS et qu'on travaille plus et on réfléchit plus vers une collaboration, un partenariat par rapport à une délégation qui serait un ordre naturel. Oui. Oui, Monsieur Pirard. C'est bien l'objectif des réunions régulières qui doivent se mettre en place, c'est de renforcer les synergies, mais pour un partenariat et pas quelque part un service qui soit rendu par rapport à notre organisme. Monsieur Pirard et Monsieur Vandy ont demandé la parole. Oui, c'est tout à fait ça. À l'heure actuelle, on est très souvent, d'une manière historique, dans le cadre d'une commune qui, ce qu'on appelle maintenant, est pilote, en tout cas qui gère, que ce soit la mise à disposition de manière générale de personnel ou de marché, des choses comme ça. Et le CPS est plutôt dans l'optique de profiter d'un fournisseur, on va dire ça. Et l'idée, c'est beaucoup plus de travailler en communication, en collaboration entre les deux et d'être moins dépendant de la commune, ou en tout cas de travailler plus en amont quand c'est ça, et être moins dans l'attente, dans la perspective d'être un consommateur, on va dire, d'un autre service. Bon, Monsieur Vandy n'intervient pas parce que Monsieur Pirard a tellement bien fait ça qu'il n'a plus rien à dire. Il me dit. Madame van der Linden, peut-être? Oui, la question c'était pourquoi le CPS se sent très dépendant de la commune, c'est ça? Oui. Parce que j'étais en train de noter, donc j'ai pas. Mais en fait, parce que les principaux services qui fonctionnent en synergie, qui sont là quand même l'informatique et le SIPP, c'est la commune qui gère tout. Et malgré mes nombreuses demandes de pouvoir participer et d'être présent, quand on parle de l'informatique et du SIPP, normalement, notamment pour les engagements et de pouvoir participer au choix des personnes qu'on engage, la commune continue à faire tout et on reçoit la décision quand elle est prise, en fait. Et donc, on n'a qu'à se plier à la décision de la commune et on n'a aucun choix à faire, ce qui est arrivé aussi jusqu'à présent souvent dans les marchés publics où on ne participe pas à l'élaboration du cahier des charges, malgré mes demandes aussi, ni au choix du soumissionnaire, et on reçoit juste la décision de la commune une fois que le marché a été attribué avec la part à payer par le CPS, et nous, on n'a qu'à suivre ce que la commune a décidé. Et moi, j'appelle pas ça une synergie. Pour moi, la synergie, c'est on se met ensemble autour de la table, on décide ensemble ce qu'on va faire, on fait un choix ensemble pour le meilleur fonctionnement des deux administrations, et c'est pas une des administrations qui choisit ce qui lui convient et l'autre qui dépend du choix de la première. Oui, je pense qu'effectivement, dans le passé, ça a été un petit peu compliqué et c'est un peu le ressenti de Madame van der Linden. Mais le rapport ici montre bien la volonté des uns et des autres de travailler ensemble. C'est un travail qui a été fait ensemble
Et dans l'avenir, je pense que c'est parti sur maintenant de bonnes bases, c'est-à-dire qu'il va y avoir des réunions régulières entre les deux directions, ce qui n'était pas le cas précédemment, effectivement, que ça soit avant ou, je vais dire, les derniers 6-7 mois. Maintenant, effectivement, il y a eu une prise de conscience et je pense qu'on est parti du bon côté. Je ne sais pas, Monsieur le Président, ce que vous en pensez. C'est nouveau pour moi? Non, il faut être honnête et je pense que c'est ça que je disais qui n'était pas facile aussi, qu'avec des administrations avec des perceptions différentes en tout cas. Et donc voilà, et c'est ce que je disais aussi de manière historique. Il y en a toujours un qui a eu l'habitude de tout faire et l'autre de recevoir, que ce soit la commune vis-à-vis du CPS. Et inversement, c'est plus du tout l'optique dans laquelle on veut travailler dans le futur, comme le disait très justement M. Vertet quand il a pris la parole. L'idée, c'est vraiment de travailler dans la collaboration maintenant beaucoup plus forte entre les deux administrations. Ça demande d'une part d'être entendu, ça demande d'une part de l'autre part de penser aussi à consulter, et c'est une méthode de travail très différente de ce qui se faisait auparavant, mais c'est le sens dans lequel le collège veut travailler en tout cas, et veut que les deux administrations travaillent dans le futur. Donc, moi, je pense que ça ira dans le bon sens, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est pas à 100% parfait, mais on va dans le bon sens. Et en tout cas, c'est le vent qu'on veut insuffler au niveau du collège entre les deux administrations pour le futur. Monsieur Vendy? Attendez, on n'entend pas. Ah, on n'entend pas? Non, plus fort. Vous m'entendez? On venait ici. Problème de son. Excusez-moi. Voilà. Si on lit la phrase en dessous de l'intervention de M. Dubuisson, je dis que je ne marquais pas mon accord effectivement avec ce qui était dit. Non pas qu'on conteste, il faut vraiment voir ça dans un aspect positif. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux entités avaient une vision différente. D'un côté, le CPS estime qu'il n'est pas concerté, et de l'autre côté, la commune estime qu'elle fait tout le boulot, c'est elle qui fait les engagements, c'est elle qui fait les suivis, c'est elle qui assume quand il y a deux personnes qui sont malades, et c'est la commune qui doit se pallier. Et donc, on a vraiment deux niveaux comme ça qui, depuis plusieurs années, je pense, ne concertaient pas. Et si vous regardez la fin du rapport, l'idée, c'est bien de mettre tout ça à plat et de dire, finalement, il tourne raison des deux côtés, et on va trouver une nouvelle synergie, se voir régulièrement pour mettre en place quelque chose de nouveau et de positif. Voilà, en gros, le tracé, parce que c'est vrai que quand on lit le PV comme ça, on a l'impression que c'est le camp, mais si on lit la fin, on voit bien qu'on est dans une démarche de codir justement pour discuter de tout ça et agencer tout ça, pour arrêter cette idée de c'est moi qui fais tout et moi tu ne me consultes pas, mais plutôt d'être dans le positif en disant on va faire ensemble tout le travail, c'est-à-dire d'une part participer aux engagements, mais aussi participer aux problématiques. S'il y a des employés qui sont malades ou quoi, voilà, ce serait une aide de tous les deux entités pour pallier à ça. Voilà. Je peux prendre la parole, Madame Lebon? Oui, monsieur. Je voudrais terminer, s'il vous plaît. Attendez, monsieur Dubuisson, attendez, monsieur Loers. Monsieur Dubuisson n'a pas terminé. Non. Vous avez la parole. Je vous remercie. Simplement ceci. Oui, j'ai bien lu et je comprends bien que la fin de votre rapport est dans un esprit beaucoup plus positif. Mais quand vous dites que vous vous engagez à organiser des comités de direction conjoints de manière régulière, est-ce que c'est impensable de dire on va faire ça une fois par mois, par exemple? Parce que si c'est régulier tous les 6 mois, je ne sais pas, mais... Oui, il semble manifestement, ils étaient partis sur une fois tous les 2 mois. Je pense que c'est un peu aux directeurs généraux de s'arranger entre eux, de trouver leur rythme, etc. Donc, c'est en tout cas, j'estime que ce n'est pas trop à nous à nous occuper de ça. Je pense qu'on peut leur conseiller vivement de se voir plus souvent parce que je pense que les deux institutions en ont fort souffert pendant plusieurs années. Mais c'est un peu historique, hein, Monsieur Dubuisson. Donc, je pense qu'on est en train de mettre en place quelque chose qui est nouveau, qui va dans le bon sens
comme a dit M. Pirard, et qui va dans le positif surtout, comme a dit M. Vandy. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Oui. Et d'ailleurs, les deux institutions en tireront les bénéfices, mais surtout et surtout notre population. Il faut bien savoir qu'on est quand même tous ici pour le bien-être de notre population. Et donc, pour le CPS, c'est une population bien souvent un petit peu plus fragile, ou parfois très fragile. Donc, je pense qu'il faut être très attentif à ça et de temps en temps, on doit faire attention et mettre un petit peu nos égos sur le côté pour le bien-être de notre population. Je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est notre devoir et c'est pour ça qu'on est là. Parfait, je vous remercie. Merci pour votre intervention. Monsieur Loers a demandé la parole ou je me trompe? Oui, merci madame. Parce que tout le monde change de place dans mon tableau, donc c'est pas évident. Voilà, merci. Vous avez la parole. Oui, je voudrais aussi intervenir sur ce point-là, mais plus particulièrement en ce qui concerne l'informatique. Jusqu'à présent, le service ou les prestations de l'informaticien pour le CPS étaient facturées au CPS. Il en est toujours de même, sauf si vous me dites que ça a changé, mais je crois que c'est toujours comme ça. Alors, il est évident que tant qu'on reste dans ce type de relation, il est assez difficile en fait de parler de véritable synergie. Hein. On peut là, c'est vraiment la commune qui est prestatrice de services et le CPS qui est consommateur de services. Il peut émettre des remarques, des critiques, etc. Mais ça reste la commune qui preste les services. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de changer ça, si on envisage de le faire. Ou est-ce qu'une première chose ne serait quand même pas déjà, enfin, peut-être ça a été fait, de communiquer l'audit des services informatiques qui a été fait par la commune, de le communiquer aussi au CPS, mais ça a peut-être déjà été fait. J'en profite pour redemander si les conseillers communaux, au moins, pourraient recevoir une copie d'un exemplaire de cet audit. Ça nous avait été promis par M. Hanna, vous avez déjà posé la question lors du dernier conseil communal et on vous a répondu positivement. D'accord. Monsieur Pirard, pardon, vous voulez intervenir, ou Monsieur Hanna? Oui, je veux bien. Oui, avant Christophe, ou bien je vais parler avant. Okay. C'est vrai, il y a juste une petite chose qu'il faudra aussi bien penser, c'est que s'il y a quelqu'un qui est employé, même s'il est employé par deux administrations, il peut avoir qu'un seul employeur. Donc, il faudra qu'il dépende soit du CPS ou de la commune avec une mise à disposition de côté, mais à moins de mettre 2 contrats de travail sur 2 personnes, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit le plus stable, en tout cas pour les personnes. Et pour répondre au niveau de l'audit informatique, l'audit informatique était présenté en collège et le directeur général communal avait invité en effet le CPS à pouvoir participer à la présentation qui a été faite par la société extérieure pour montrer justement les résultats de l'audit auquel étaient présents la directrice générale et le directeur général faisant fonction quand il remplace la directrice du CPS. Donc, on a été mis au courant en tout cas de cet audit. Je t'ai un peu coupé la parole, excuse-moi Christophe. Oui, merci. Non, tu ne m'as rien coupé du tout. Je ne savais pas commencer. Donc. Non, Monsieur Lovers, donc oui, effectivement, vous allez recevoir c'est la moindre des choses, je pense, le résultat de l'audit. C'est une question de jour. On doit encore avec Monsieur Vandy avoir une réunion avec Monsieur Razic, qui est la personne d'Ivio, qui est responsable de l'audit. Quant à l'informatique, c'est sûr que s'il y a bien une chose qui doit être commune entre le CPS et la commune, c'est l'informatique. Il faut utiliser les mêmes systèmes. Pour l'instant, on a mis d'ailleurs un nouveau système de backup. Il faut le savoir. D'ailleurs, si la commune brûle, eh bien, le CPS a un backup et vice-versa. Donc, on a un tout nouveau système de backup qu'on a installé. Donc, effectivement, oui, l'informatique est commun aux 2 entités et on facture toujours à OCPM comme c'était le cas avant, sur un ratio bien défini. Okay. Monsieur Vertet avait demandé la parole. Oui, mais de manière globale. Hein, moi, j'ai envie d'être positif par rapport au point des synergies entre la commune et le CPS, d'autant plus au vu de la révision de l'organigramme, où il y a quand même toute une série de départements, donc département social, qui comprend notamment d'une part le service social des clics. Il faut quand même rappeler que le président du CPS a les affaires sociales en charge aussi. Et je pense que ça peut créer d'énormes synergies
entre la commune et le CPS pour de nombreux projets à venir aussi. Et donc, ça veut dire que les synergies, elles partent de l'administration, mais elles sont effectivement tributaires du politique aussi. Et on est en train de mettre des choses en place pour que les deux soient liés et les deux soient porteuses de nombreux projets communs par rapport à cela. Il y en a qui sont dans les cartons qui vont sortir bientôt et c'est une bonne chose. Je parle de l'épice sociale et de plein d'autres projets qui pourront en sortir. Mais c'est vrai que les synergies politiques administratives sont en cours et je suis en tout cas positif et constructif par rapport à ce que ça peut mener à l'avenir à moyen terme. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions sur ce point? Oui, Madame la bourgmestre, une petite question. Oui, attendez. Alors, attendez. En fait, on a demandé, il y a un deuxième point, j'ai demandé à la société Notre Maison, suite à la demande de M. Châtel, la question de M. Châtel, et je trouve que c'est une bonne chose que nos partenaires viennent se présenter. Donc, je vais vous demander l'autorisation de bien vouloir passer leur point, leur présentation maintenant. On reprendra le débat après, parce qu'ils attendent déjà depuis presque 40 minutes. Et je pense pour 30 secondes, vous savez. Oui, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ont encore des choses à dire. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire? Madame le bourgmestre, M. Conrad est arrivé déjà depuis. Oui, je l'ai noté, j'ai mis dans le chat qu'on avait vu qu'il était arrivé. Merci, Monsieur Le Buisson. Est-ce qu'il y aura d'autres questions que celle de Monsieur Dive? Oui, moi, Madame la bourgmestre. Oui, Monsieur Châtel, alors je vais demander, Monsieur Dive aussi et les autres aussi, de bien vouloir laisser la parole à Monsieur Demanet et à Madame Mouton pour faire une présentation de la société de logement Notre Maison auquel nous sommes affiliés et des questions pourront être posées de la part des différents conseillers. Voilà, Monsieur Demanet, Madame Mouton, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, vous avez la parole. Bon, voilà, mais on avait, normalement, vous avez un PowerPoint qu'on va essayer de vous présenter. Je pense que c'est M. Hanin qui va le présenter. Il y aurait moyen de faire un partage d'écran et moi, je propose de commenter le PowerPoint. C'est quand tu veux, Vincent. Eh bien, voilà. Donc, voilà, je vais vous faire une petite présentation très rapide de notre maison. Ça a été très rapide puisque, bon, on a été prévenu il y a quelques jours, mais on va le faire et on le fait de bon cœur. Et je propose que au fur et à mesure, vous posiez vos questions. Hein, comme ça, qu'on soit... voilà. Donc, Christophe, tu peux mettre le slide suivant. Donc, je vais d'abord vous parler de l'historique de notre maison. Donc, notre maison, c'est la fusion en 1990 de 3 sociétés. Claire Logis pour le Brabant wallon, qui avait son siège à l'avenue Georges Marchal, la Cité Verte dans la Botte du Hainaut et l'habitation familiale à Charleroi. Ça, c'était en février 90. En 2001, le gouvernement wallon a demandé à chaque commune de toute la région wallonne de préciser vers quelle société elle voulait agir parce que certaines sociétés étaient affiliées à plusieurs sociétés. Ce n'était pas le cas de Rixensart. Rixensart n'était affilié qu'à Notre Maison à l'époque. Et donc, à l'époque, le conseil communal de Rixensart a décidé de continuer avec Notre Maison. Donc, voilà, ça c'est aujourd'hui la raison pourquoi vous êtes... Et alors, donc, Claire Logis, pour lequel vous avez affilié dans les années 90, c'était Genval à l'époque, pas Rixensart, Genval était un des membres fondateurs de la société. Slide suivant, Christophe. Voilà. Donc, s'il y a des questions, vous m'arrêtez. Hein. N'hésitez pas à m'interpeller. Je vais vous présenter le patrimoine. Donc, notre maison, c'est 2185 logements. Vous avez la liste des communes. Donc, on vous fera parvenir via le directeur général et la directrice générale du CPS. On vous fera parvenir le PowerPoint. Donc, je propose qu'on l'envoie à tous les participants de la réunion. Comme ça, vous pourrez voir. Donc, vous voyez qu'on est actif essentiellement sur le centre du Brabant wallon. Vous avez la liste des communes. Et aussi, historiquement, la Botte du Hainaut,
pour plus ou moins un quart de la société. Rixensart, c'est 392 logements, donc c'est la deuxième commune en importance. Donc c'est Ottignies-Louvain-Neuve, la première commune. Rixensart, vous êtes la deuxième commune en importance, donc 392 logements à Rixensart. Suivant, Christophe. Ici, vous avez les chiffres qui apparaissent. À Rixensart, donc Rixensart, c'est Georges Marchal. Vous avez le nombre de studios appartements. Rixensart, c'est essentiellement que des appartements. Donc une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres. Et alors à Genneval, donc Fontasnier, Claude et Cadevant, on a une partie en appartement et une partie en maison. Vous avez chaque fois, pour chaque partie, la répartition entre les appartements, le nombre de chambres ou les maisons. Les dernières réalisations que nous avons fait à Rixensart, 2017, le Clos des Marnières, donc le bas de la cité Georges Marchal, 25 appartements donc dans le fond de Georges Marchal, dont 10 logements en équilibre. Ça veut dire que les loyers doivent être, le revenu doit être 4 fois supérieur au loyer. Et la place communale à Genneval, où nous avons construit une crèche pour la commune. Il y a 8 logements, 5 sans subside, non, 1 sans subside, 5 moyens et 2 subsidiés. Donc je continue ici, il n'y a pas de questions. Alors les travaux, parce que je pense que l'interpellation, c'était essentiellement le fait qu'on ne faisait pas beaucoup de travaux. Pivert 2005, donc Pivert, c'est l'appellation de la région wallonne sur les aides qu'elles font aux sociétés de logement. 2015-2016, nous avons remplacé au niveau donc du Clos des 80 et des maisons, pas des appartements, mais des maisons au Fontasnier. Donc 55 logements pour un montant de 912 190 €, essentiellement des rénovations de toiture, des remplacements de châssis et des placements de ventilation. En 2017, c'est essentiellement, si vous vous rappelez, on a eu un incendie au Fontasnier. Donc, c'est suite à ça, donc, rénovation de voirie extérieure, rénovation des garages, remise en conformité incendie, contrôle d'accès par batch. Donc, on a fait des travaux pour 109 320 €. Alors, ce qui est sur la table aujourd'hui est le montant, je ne sais pas le définir, donc, on a la région wallonne, si certains d'entre vous ont suivi, a mis un gros budget pour des rénovations dans l'ensemble des logements publics. Notre maison, nous avons presque 13 millions d'euros. Je peux vous dire que presque 1,5 million, entre 1 million et 1,5 million seront dédiés à Rixensart. Et là, donc, il y a différents critères qui doivent être atteint. Et donc, ce sera essentiellement sur Georges Marchal. Oui, sur Fontasnier, excusez-moi. Donc là, il y aura une centaine de logements, toiture, remplacement en isolation, des remplacements de châssis, la chaudière si elle est vétuste, la ventilation par un type C et des ascenseurs. Et au total, on arrivera à plus ou moins un budget de 16 000 € par logement. Je ne sais pas vous dire où on en sera exactement aujourd'hui, puisque c'est le conseil d'administration du mois de décembre prochain qui décidera, mais en tout cas, au moins 1 million d'euros sera consacré à la commune de Rixensart. Donc ça, c'était pour les travaux. Alors, dans les quartiers, quels sont les partenaires de notre maison? Le service social de notre maison, le CPAS, Déclic, l'AMO et la régie de quartier. Puisqu'il faut savoir que pour la société Notre Maison, nous avons 2 régies de quartier. La première a été implantée à Chastres et Wallin, et la deuxième a été implantée suivant, slide suivant, s'il te plaît, Christophe. Et donc, en mars 2012, nous avons créé la régie de Rixensart qui, en 2016, a une extension territoriale sur la Hulle. Et donc, elle est active au Fontasnier et à Georges Marchal, mais
son siège est à Fontasnier. Donc, il y a un ouvrier compagnon et un médiateur social. Je tiens quand même à rappeler que pour la commune de Rixensart, c'est une intervention de 1 000 € avec 2 travailleurs sociaux qui sont sur le terrain, je vais dire à temps plein. Donc, pour la commune de Rixensart, c'est un plus, tout comme la commune de Chasse, c'est un plus et qui ne coûte quasiment rien à la commune. On pourrait se passer même des 1 000 €, mais on préfère garder une petite trace si un jour on avait des problèmes financiers, mais ce n'est pas du tout le cas au niveau des régies. Slide suivant, Christophe. Et donc voilà, les missions de la régie de quartier, dynamisation des quartiers notamment, vous voyez là, réalisation d'un potager collectif avec des équipes, le repère café et des participations citoyennes, des réfections de trottoirs et tout ça. Suivant. Et donc, l'autre partie de la mission de la régie des quartiers, c'est la réinsertion professionnelle. C'est le fait de remettre des jeunes ou des moins jeunes, je vais dire, au travail. Et donc, ça se fait via la remise en état des logements et remise en état de certains espaces extérieurs. Je pense que toute une série d'entre vous connaissent Brahim, l'ouvrier compagnon. Et je pense qu'il est pas mal présent sur les 2 cités à Rixensart ou à Geneva. Et Mathieu, maintenant, le médiateur social. Voilà, c'était une courte présentation. Je suis vraiment à l'écoute de toutes les questions des différents conseillers communaux ou CPS. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation très claire et je vais dire très simple. Ce n'est pas facile de vulgariser quelque chose d'aussi important que le travail du logement à Rixensart, en tout cas au niveau de notre maison. Donc, Monsieur Châtel, qui était le conseiller qui avait posé cette question pour le conseil communal, donc vous avez la parole. Il faut mettre le micro, oui, Monsieur Châtel. Merci pour cet exposé, hein, très clair effectivement, et bon, même s'il est succinct, mon objectif n'est pas du tout de critiquer l'action de notre maison. Je voulais simplement me faire le porte-parole de pas mal d'habitants, certainement des immeubles en tout cas, qui ont l'impression d'être un petit peu délaissés au niveau de l'entretien de leur habitat. Alors bon, c'est vrai que quand on se promène dans ce quartier, on se rend compte que les façades ne sont plus très fraîches. Les gens se plaignent aussi du fait que les châssis côté balcon devaient être remplacés, qu'on attend toujours la réalisation de certaines promesses, quoi, en d'autres termes. Donc je voulais plus, moi, formuler ici je dirais pas un malaise, mais une espèce de frustration de beaucoup d'habitants de ces immeubles, par rapport au fait qu'ils se sentent un petit peu délaissés par notre maison. Et bon, ça, c'est une remarque assez globale, je l'avoue, mais ce qui est plus important, c'est qu'ils me font part du fait qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir un interlocuteur physique quelque part. Donc, ils ne savent pas à qui s'adresser avec leur doléance ou avec leurs demandes. Ils ont l'impression que notre maison, en fait, c'est un petit peu désengagé une fois que les immeubles ont été mis en place et que donc il manque un suivi pour que les choses continuent à être bien en place et qu'il y ait quelque part un entretien qui soit respectueux aussi des habitants qui vivent dans ces immeubles. Je pense d'autre part que la qualité de l'habitat dans des quartiers plus fragiles comme le Fontasnier est quelque chose de capital par rapport au fait de vouloir maintenir une population qui a déjà des difficultés à s'insérer peut-être dans la vie communale, déjà par la situation du quartier qui est quand même assez isolé par rapport au reste de la commune, et que les difficultés quotidiennes que ces gens rencontrent ne devraient pas être encore accentuées par des problèmes d'habitat et de frustration par rapport à l'habitat dont ils peuvent jouir pour le moment. Donc moi, je voulais qu'on mette le focus un peu sur le Fontasnier, particulièrement sur ces immeubles qui effectivement se dégradent, ça se voit comme ça à l'œil nu quand on circule dans le Fontasnier, et donc demander qu'on prenne la peine d'être à l'écoute des habitants de ces quartiers-là et de
peut-être organiser une réunion ou une visite sur place ou pouvoir les entendre, essayer de faire en sorte qu'il y ait un dialogue qui puisse s'instaurer et qu'il y ait un cheminement positif vers une amélioration de leurs conditions de vie et d'habitat. Voilà, je vous remercie. Donc, je peux reprendre la parole, Patricia? Oui. Donc, M. Châtel, donc, je partage une partie de vos interpellations. Donc, le Fontasnier, c'est une erreur du passé, comme nous avons beaucoup de cités qui étaient faites dans les années 70-80, où à l'époque, nos prédécesseurs ont construit de trop grandes implantations sociales avec trop de logements. Donc, c'est un constat, nous devons le gérer. Alors, honnêtement, nous organisons une fois par mois, jusqu'avant la crise du Covid, notre assistante sociale était présente une fois par mois à la régie de quartier. Le Fontasnier est à la présence de la régie de quartier, je vous dis sur l'ensemble des implantations de notre maison, juste à Chasse et au Fontasnier, il y a la présence. Donc, présence de notre maison, il y en a. Mais je peux comprendre que les locataires soient parfois frustrés, parfois déçus. Mais donc voilà, moi je suis tout prêt à donc les travaux, je vous ai dit, ils sont en cours, enfin ils vont être en cours, nous avons eu grâce à la région Wallonne. Parce qu'il ne faut pas se leurrer la question. Hein. Les sociétés de logement public, je ne sais pas si vous imaginez quel est le loyer moyen de nos locataires en Brabant-Wallon. Fontasnier, le loyer moyen de nos locataires, c'est 250 € par mois. Avec 250 € par mois, nous n'avons pas les moyens de rénover chez nous sur fonds propres. Nous faisons, le conseil d'administration a décidé, nous arrivons à faire à notre maison plus ou moins 1 million de travaux de rénovation sur fonds propres. Sur l'ensemble de nos logements, vous avez entendu tantôt que nous avons plus de 2000 logements. Donc, sans des plans de rénovation à grande échelle de la région Wallonne, et heureusement, merci à la région Wallonne, nous venons d'en avoir un. Donc, nous allons mettre, et le Fontasnier est sûrement une des implantations où nous sommes vigilants, et donc je comprends vraiment, et donc moi, j'ai aucun souci, après le confinement, à faire une réunion, essayer d'avoir peut-être une présence, mais je vous promets, et votre bourgmestre qui est ma vice-présidente, et que je vous promets qu'il se bat souvent pour Xansart, chaque fois qu'on a des budgets à développer, elle se bat pour sa commune, et elle a raison, parce que c'est la deuxième commune en importance, elle a vraiment raison. Et donc voilà, mais je ne voudrais quand même pas laisser dire qu'ils sont oubliés, non. Le Fontasnier, personnellement, je peux vous dire qu'en tant que président, j'y vais 2-3 fois par an. Je connais quelques locataires là-bas, mais c'est dans les années 70-80, nos prédécesseurs ont fait des erreurs de faire des cités aussi grandes que ça. Et ça, il y a aussi une promiscuité qui n'est pas toujours évidente et tout ça, et que nous essayons au maximum de faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand on a fait la régie de quartier avec Xansart, on a voulu qu'elle s'implante essentiellement dans le quartier du Fontasnier, parce que c'est le quartier le plus important. Je vais laisser ma directrice administrative et sociale qui s'occupe des locataires, Mme Mouton, rajouter quelque chose. Je voulais juste ajouter par rapport à ce que le président a dit. Madame Mouton, on ne vous entend pas très bien. Donc, je voulais juste ajouter par rapport à ce que le président a dit, par rapport à ce sentiment d'isolement, ce sentiment est peut-être un sentiment ressenti par bon nombre de locataires, mais pourtant, tant la régie de quartier que les services communaux, notamment Déclic et les travailleurs sociaux de notre maison essaient à des niveaux différents et avec des missions différentes, essayent d'être bien présents. Mais donc, on a entendu l'interpellation. On veillera encore à identifier davantage des personnes de contact. Je voulais aussi relever que de faire une réunion avec les locataires, en tous les cas dans la mise en œuvre du plan de rénovation,
Bien évidemment, nous inviterons les locataires à différents moments et pour différentes interventions et notamment pour expliquer quelle va être l'incidence du plan de rénovation, quelles vont être les incidences des travaux dans la vie quotidienne, quelles vont être les économies d'énergie qui pourront se faire par ailleurs. Et également, outre le plan de rénovation, il y a aussi un plan d'embellissement qui est lancé par la région wallonne aujourd'hui et sur lequel on travaille aussi sur le quartier de Fontaisnier avec la régie de quartier. Mais c'est vrai que ce plan d'embellissement, il vaut aussi pour les 12 autres communes, que les budgets ne sont pas extensibles. Et donc, voilà, il y a une série de propositions qui sont faites. Mais c'est vrai que tant les services communaux que les services Notre Maison, que les services du CPS que j'ai omis tout à l'heure, sont bien présents pour faire évoluer et être attentifs à ce quartier comme à d'autres quartiers d'ailleurs de nos implantations. Monsieur Châtel. Oui, voilà, je vous remercie pour ces réponses. Bravo. En tout cas, moi, mon objectif n'était pas du tout de mettre quelqu'un au pilori ou de critiquer, mais je voulais faire part d'un sentiment. Voilà, un sentiment, on sait que c'est toujours quelque chose de subjectif. Donc, peut-être qu'on pourra améliorer le contact, la communication entre notre maison et ses locataires. Et peut-être que ce soit plus clair pour eux vers quoi on va et ces belles promesses que j'entends au niveau de l'embellissement des sites, etc., eh bien, les communiquer pour pouvoir apaiser ces gens et qu'ils se rendent compte quelque part qu'on tient compte de leurs demandes et quelque part de leur droit aussi à avoir des logements qui soient à la hauteur de ce que ce à quoi chacun aurait droit, en fait. Hein. Donc, voilà, moi, c'est très chouette tout ce qui se passe. Merci de m'avoir expliqué tout ça. Je vous demande simplement de communiquer mieux ou en tout cas de rendre plus clair pour les habitants en tout cas de ces quartiers, particulièrement de ces immeubles, qu'ils sachent à qui ils peuvent s'adresser, quelle peut être la personne de contact, avec qui dialoguer. Et ce serait déjà un grand pas, je pense, par rapport à l'apaisement qui est nécessaire. Voilà, merci beaucoup. Et donc, M. Châtel, je vous remercie, mais donc sachez que tant moi que la directrice administrative, Mme Mouton, la directrice gérante qui n'a pas su être là ce soir, Mme Chaud, ou le directeur immobilier, M. Gormand, vous avez trouvé les coordonnées sur notre site Internet. Nous sommes là et moi, je suis content de participer à une réunion comme ce soir parce que nous sommes au service des communes. Hein. Nous sommes au service de nos communes. Hein. Nous sommes le bras armé logement pour nos communes affiliées. Donc, j'ai aucun problème. Quand vendredi ou jeudi, on m'a demandé de participer à cette réunion, j'ai aucun problème. On est là pour ça, donc n'hésitez pas. Quand vous trouvez des problèmes sur le terrain, n'hésitez pas à les remonter. Je peux vous dire qu'au niveau du collège, je les rencontre quand même assez souvent. Ça remonte souvent, mais n'hésitez pas, on est là pour ça. Il y a encore des questions. Oui, Madame Aboubès. Monsieur Dubuisson, excusez-moi, Monsieur Dubuisson, c'est Monsieur Loers qui interroge. Parce que je ne vois pas tout le monde. Oui. C'était Monsieur Loers, vous avez aussi demandé la parole? Oui, mais... D'abord Monsieur Dubuisson, parce que j'ai levé le doigt avant vous. Merci Madame la bourgmestre. Merci Monsieur le Président de venir. C'est agréable de pouvoir mettre un visage sur les noms que l'on rencontre dans vos rapports. J'ai lu votre dernier rapport annuel et j'aurais voulu vous poser 5 questions, simplement à titre d'information. Alors, pour poser ces questions, il est évident que je dois les remettre un peu dans le contexte. Alors, je vous lis la première question. La liste des priorités des rénovations à effectuer et les nouveaux projets immobiliers sont à la base de votre stratégie de gestion et du tableau pluriannuel de planification de vos investissements et rénovation 2020-2024. Cette planification a été validée par votre conseil d'administration fin 2019. Un an plus tard, si j'ai bien lu, elle doit encore être approuvée par la Société de Wallonne de Logement. Et donc, première question, comment est-ce possible que cette société vous laisse dans l'attente comme ça pendant pratiquement un an?
et quel est l'impact que cela peut avoir sur votre stratégie de gestion? Le micro. Le micro, monsieur. Anne-François l'avait coupé, mais voilà. Donc, le problème, comme je vous ai dit, notre maison, c'est 1 million, c'est dégager 1 million par an pour la rénovation sur fonds propres. Les grosses rénovations, c'est impossible si on n'a pas l'aide de la région Wallonne. Alors, la région Wallonne, elle nous demande des projections. Elle nous demande combien est-ce que vous avez, combien est-ce qu'il vous faut pour rénover, et on nous demande de préparer des projets, d'avoir toute une liste. Mais le problème de la région Wallonne, elle n'a pas toujours, et on comprend, surtout maintenant, en plus avec la crise du Covid, c'est pas évident. Et donc, il se fait que, et merci, moi je remercie maintenant ici publiquement le ministre Dermagne qui malheureusement nous a quittés, qui est parti au fédéral. Mais avant de partir, le ministre Dermagne, il a fait un plan de je ne sais combien de millions, je crois que c'est presque 1 milliard, pour la rénovation. Donc maintenant, et ça arrive souvent malheureusement dans les sociétés de logement, nous devons faire des plans, nous devons avoir des projets, et puis quand la région Wallonne a de l'argent, elle nous en donne. Alors parfois on attend 2-3 ans pour en avoir. C'est le cas par exemple dans les nouveaux logements, la construction de nouveaux logements. Il y a 5 ans que nous n'avons plus eu de plan de logement. Le dernier, c'est 2014-2015. Depuis 3 jours, je peux vous dire, depuis vendredi, il y en a un nouveau, mais pour 200 logements sur la région Wallonne. Mais donc, la rénovation, effectivement, on en avait, mais maintenant, on vient d'avoir pour nous 13 millions, pour notre maison, 13 millions qui ont été promis. Ça, c'est le problème de la région Wallonne. Moi, je ne leur en veux pas. Hein. Dans un ménage, le portefeuille, il a un fond. Hein. Donc, il vient à un moment donné où, voilà. Et donc, à nous, sociétés de logement, d'être proactives. Et quand on a un budget qui est attribué, il faut vraiment avoir les services pendant quelques mois parce qu'on nous propose, je pense, fin août, début septembre, cette somme-là. Mais pour la fin janvier, tous les dossiers doivent être prêts. Ça doit passer en conseil d'administration. Je peux vous dire que les administrations, il faut qu'elles travaillent. Malheureusement, c'est comme ça, mais bon, voilà. Je vais dire, tant le fédéral que la région Wallonne, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et donc, voilà, il faut faire comme ça et il faut attendre. Moi, je suis président depuis bientôt une quinzaine d'années en notre maison et je vois que plus les années passent, plus ce retard. Oui, je vous remercie. La question suivante, c'est toujours dans le même ordre d'idées. J'ai bien compris que à travers votre rapport 2019, notre maison a une bonne santé financière. Mais depuis 2014, je constate que vous ne recevez plus d'aide financière de la région. Alors, j'entends qu'il y a des aides, qu'il y a des budgets, mais il est inscrit que vous ne recevez plus d'aide financière, que votre stratégie de gestion, on vient de le dire, n'est pas encore approuvée, que vous faites part d'un sous-financement chronique et des besoins pour la rénovation du patrimoine évalués à 21 millions d'euros, bien que vous fassiez vous-même sur fonds propres pas mal d'efforts, je m'en rends compte. Alors, comment pouvez-vous dès lors engager dès à présent des missions d'auteur de projet pour un montant de plus de 112 000 euros, en même temps poursuivre votre politique de construction de logements sans subside, j'insiste, même si vous procédez par délégation de maîtrise d'ouvrage par un tiers. Et alors, avoir notamment au cours de l'étude de projet, le projet d'implanter 6 nouveaux logements rue du Bois du Bosquet, hein, on en a déjà parlé au sein du conseil communal, et que vous avez encore un avant-projet de 21 logements pour le Fontasnier, et vous venez justement de dire que c'est une erreur historique, le Fontasnier, donc, mais vous allez en rajouter. Voilà, ça c'est ma deuxième question un peu longue. Okay, donc, les 21 logements au Fontasnier, donc il y a une discussion au sein du collège, on n'a pas encore, mais on est sur le bas du Fontasnier. Hein. On n'est pas, on est sur la première partie du Fontasnier. Hein, où il a, le problème, Monsieur Dubuisson, c'est que il y a une demande de logement public en Brabant wallon
il n'y a plus beaucoup de terrain, que ce soit les sociétés de logement ou les communes, il n'y a plus beaucoup de terrain. Et donc, dans le bas du Fantasnier, c'est vrai que nous avons un projet que nous discutons avec le collège. Il n'y a encore rien de décidé aujourd'hui, mais le projet, il existe et il y a des études. Mais on ne va pas s'accoler, on reste sur le bas du Fantasnier parce que nous avons encore des terrains disponibles. Si demain, vous avez 1 hectare de terrain à nous proposer à l'autre bout de la commune, il n'y a aucun problème, nous irons. Mais donc voilà, nous avons encore, c'est vrai qu'au Fantasnier, nous avions pas mal de terrain. Oui. Et alors, pour le restant, donc nous sommes une des rares, je pense qu'il y en a 3-4 en région wallonne, nous sommes une des rares sociétés qui arrivons à construire des logements sur fonds propres. On nous a laissé malheureusement, la région wallonne nous met un peu des bâtons dans les roues, enfin la société wallonne du logement, mais ça a l'air de se dégager. Je pense que quand des sociétés de logement ont des moyens, je pense, et si vous voyez la liste d'attente que nous avons, oui. demandeurs pour des logements, construisons au maximum. Hein. Non, ça c'est incontestable, mais vous dites aussi dans votre rapport… Monsieur Dubuisson, vous avez dit que vous aviez 5 questions, je pense que vous en avez déjà fait 2, ça serait bien de passer à la 3e si vous voulez bien. Oui, mais quand même, toute petite précision, il est inscrit que vous ne recevez plus d'aide financière depuis 2014, c'est toujours dans la même question. Si vous voulez, les ancrages. Comment est-ce qu'on a des subsides? Jusque dans les 10 dernières années, on avait des subsides pour la construction de nouveaux logements. Les communes déposaient des ancrages communaux en relation qui étaient étudiés entre la commune et la société de logement. Et donc, en fonction des projets et tout ça, si les projets étaient bons et tout ça, la région wallonne donnait aux communes, mais indirectement aux sociétés de logement, des aides sur les logements. La dernière fois qu'il y a eu ce plan-là, c'est 2014-2016. Il y en avait notamment au Fantasnier. Une partie vient de ce plan-là. Depuis lors, mais tout aujourd'hui n'est pas encore réalisé. On réalise encore certains dossiers de ce plan-là. On est à la fin. C'est ça. Certaines communes n'ont rien réalisé. Donc, en fait, c'est M. Dubuisson, si vous vous rappelez, le dernier conseil communal. Oui. Monsieur Garnier est venu avec un point sur le logement. Il avait bien expliqué effectivement qu'il n'y avait plus de plan d'ancrage depuis déjà de nombreuses années. Donc, votre troisième question. Plan d'ancrage qui n'existe pas. Rassurez-vous, je vais en laisser tomber 2 parce que le président a déjà répondu. Je vous remercie beaucoup. Ma dernière question, c'est aussi une information. Il semble, je ne sais pas si c'est correct, que la règle des 10% de logements soit abandonnée et que le gouvernement veuille renforcer les sanctions, mais sur base d'autres critères. J'ai lu ça dans votre rapport. Alors, quels sont ces critères et comment peut-on expliquer que d'une part, le gouvernement supprime les subsides à la construction et que d'autre part, il veut sanctionner les communes qui n'atteignent pas les critères qu'il veut ou qu'il a mis en place en lieu et place des 10%? Donc, sur notre maison, deux communes en Brabant wallon ont 10%. Oui. Autigny-Gouverneuve et Chastres. Oui. Qui sont toutes les deux, Autigny-Gouverneuve est quasiment à 10%, voire 9,9%. Chastres est à 10,5%. Mais comment sanctionner des communes qui, on prend l'exemple d'Autigny-Gouverneuve, où il y a une pression immobilière énorme? Comment sanctionner Autigny-Gouverneuve parce qu'elle tombe en dessous de 10%, alors que la région wallonne ne donne plus d'argent pour faire des nouveaux logements? Ça, c'est le problème aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la région wallonne sent bien qu'elle est prise à son propre piège, parce que les communes qui ont fait un effort qui sont à plus de 10%, il n'y a pas de raison de les sanctionner, parce que Autigny-Gouverneuve, on a encore 5-6 dossiers en attente et on ne veut pas nous les subsidier. Donc, ce serait inconcevable. Donc voilà. Mais par contre, la région wallonne réfléchit à quelque chose. Aujourd'hui, les critères, je ne saurais pas vous les donner, je ne les connais pas, je ne suis pas législateur. Voilà. Il faut interpeller la région. Ok, ça va, je vous remercie. Je comprends que votre job n'est pas facile tous les jours. Mais c'est pas ça, j'adore le job que je fais, mais voilà, c'est pas. Mais
on doit serrer les boulons de tous les côtés pour pouvoir s'en sortir. Hein. C'est pas évident. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, Monsieur de Buisson. Monsieur Loers a demandé la parole. Oui, en effet. Bonsoir plutôt, Monsieur Demanet. On connaît bien notre maison depuis longtemps, vous l'avez rappelé. Et effectivement, les difficultés de contact avec les locataires, c'est assez récurrent, mais Monsieur Châtel en a très bien parlé et je crois que le dialogue était important et intéressant. Je voudrais m'attarder à deux autres choses. La première, c'est l'aspect énergétique ou plutôt économie d'énergie de vos logements. On sait que ces constructions datant des années 70 ne sont pas très performantes, mais est-ce que vous fixez des objectifs d'amélioration du PEB et dans quelle mesure et à quel je parle des objectifs moyens, bien entendu, de chiffres de PEB, quels objectifs avez-vous et à quelles échéances, tout en comprenant bien que c'était lié à l'évolution des travaux de rénovation que vous êtes en train de mettre en place, mais est-ce que vous êtes vraiment fixé un objectif précis d'atteindre au moins un PIB de C, de B, je n'ose pas espérer un A, sauf éventuellement, bien sûr, pour les nouvelles constructions. Ça, c'est le premier point. Est-ce que je continue pour un je pense qu'il vaut mieux répondre point par point, c'est plus facile, sinon on risque d'oublier. Monsieur Loers, bonjour. Donc, je réponds à votre première question. Tous les nouveaux logements sont PEB-B. Tous nos logements qu'on construit actuellement, s'ils ne sont pas PEB, s'ils ne sont pas B, on ne peut pas construire. Donc, tous les nouveaux le sont. Et justement, pour le plan de rénovation dont on va décider ici au mois de décembre, entre 70 et 100 logements sur Ixençay, l'objectif de la région wallonne, nous aurons des subsides si, après rénovation, le logement atteint la catégorie B. Donc, on ne rénovera pas si on n'arrive pas à B. Donc, tous les logements qui seront rénovés, j'ai dit entre 70 et 100 à Ixençay, seront B. Voilà. C'est une des impositions de la région wallonne. Donc, c'est bien votre objectif. C'est bien votre objectif. Ah, mais c'est pas un objectif, c'est une imposition, M. Loers. Si nous n'avons pas, si notre auteur de projet ne s'est pas démontré que nous serons en PEB-B, nous n'aurons pas de subside sur ça. Oui, mais ça, ce sera catastrophique si à ce moment-là, la rénovation ne se fait pas. Vous pourriez continuer vos questions, s'il vous plaît. M. Loers, il faut faire confiance aussi. Donc, la région wallonne va approuver les projets. Nous avons des projets, nous avons des auteurs de projets qui sont en train de faire des analyses et ils vont démontrer qu'avec les travaux que nous allons faire, nous serons en PEB, en catégorie B. Voilà. D'accord. C'est bien. Il faut être volontariste dans ce genre de choses, je crois. Alors, j'en viens à la deuxième question, M. Demanet. Là, ça concerne aussi les nouveaux logements que vous avez en projet, notamment sur Ixençay, il y en a pas mal. Sans subside, comme vous l'avez rappelé et bien expliqué la raison. Alors là, ma question est la suivante. J'ai vu que si ces logements sont sans subside, en fait, ce ne seront pas des logements sociaux. Ce sont des logements, je crois, qu'on peut qualifier de moyens, dont j'ai bien... Non ? Des logements publics. Des logements publics. Mais dont, si j'ai bien lu, dans votre rapport, le conseil d'administration de notre maison a décidé que les loyers seraient de 15% inférieurs au prix du marché. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un objectif qui est quand même un peu maigre pour Ixençay? Je parle de l'objectif de loyer, compte tenu de la pression immobilière dont vous parliez vous-même pour Ottignies-Louvain-la-Neuve, mais qui est tout aussi présente à Ixençay. Et aussi compte tenu du fait que les loyers du marché à Ixençay sont au moins 50%, voire plus, supérieurs à la moyenne wallonne. Donc, ces 15% me semble, pour des ménages à revenus plus modestes, vraiment le minimum. D'autant que, si je comprends bien encore, vous construisez sur des terrains qui soit vous appartiennent,
soit vous sont concédés, notamment par la commune. Et que donc, je ne comprends pas comment il n'est pas possible, tout en gardant l'objectif de l'équilibre financier, je comprends bien, j'entends bien, d'arriver à des loyers un peu plus modestes en regard de la demande. Je ne vais pas citer, c'est vrai que je vais dire, la politique du conseil d'administration dans les logements sans subside, c'est 15 à 20% en dessous du loyer pratiqué dans la commune. Mais je vous ai dit que le loyer moyen était à 250 € par mois à notre maison. À 250 € par mois, c'est impossible de construire. Donc, on arrive à... Monsieur Loers, parler de 250 €. Non. Monsieur Loers, je vous ai laissé parler, laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc, pour construire un logement aujourd'hui, nous arrivons à notre maison à construire une maison 3 à 4 chambres de l'ordre de 150 160 000 €. 150 160 000 € sans les abords. Et donc, voilà. Et donc, l'idée avec les logements publics, et Mme Lebon, qui est vice-présidente, peut vous le dire, et si vous avez lu le rapport, je pense qu'il est annexé dans le rapport du réviseur, sur les 50 logements sans subside que nous avons dans la société, nous avons une plus-value de 10 000 € sur une année. Donc, ça veut dire que par mois, ce n'est pas grand-chose. Donc, l'idée de ces logements-là, c'est de les donner en location aux futurs locataires à prix coûtant. L'idée n'est pas de faire du bénéfice avec ces logements-là. Hein. Mais on ne construit pas pour 0 €. Donc, voilà. Si on peut construire, si on peut les louer 30% moins cher, pour autant que... C'est vrai qu'à Rixensart, je sais que les loyers sont élevés. Et donc, si on parle d'un loyer de 1 000 €, peut-être qu'on pourrait le louer à 600 700 €. Mais croire qu'on va faire des logements sans subside au prix du logement social, ce n'est pas possible. Merci, M. Demeret. Je crois qu'il y a un moyen terme à trouver qui ne se situe pas au niveau du loyer social. Je n'ai jamais parlé d'y pratiquer des loyers sociaux. Je n'ai jamais parlé de ça. Vous me répondez sur ma proposition est simplement que vous envisagez de réduire ces loyers par rapport au loyer du marché à Rixensart. 15%, ça reste encore pour des ménages modestes. Eh bien, compte tenu du prix du marché, ça reste encore élevé. Monsieur Loers, je vous réponds simplement que l'idée du conseil d'administration de notre maison que je représente aujourd'hui, mais je pense qu'ils me suivent tous, c'est de dire qu'on ne fait pas de bénéfice avec ces logements-là. On ne fait pas de perte non plus. Voilà. Est-ce que je peux vous demander, M. Loers, de poser votre autre question, s'il vous plaît, si vous en avez encore une, parce qu'il y a d'autres personnes. Et après ça, j'ai terminé, Madame Lebon. Merci. Juste aussi pour les projets de nouvelles constructions, est-ce que notre maison envisage d'une façon ou d'une autre la construction de toutes petites maisons, de ce qu'on appelle les tiny houses, qui peuvent être des solutions assez bon marché et qui peuvent convenir à certains types de ménages et qui pourraient être une solution justement à ce problème de prix de revient dont vous parlez, et à des loyers, évidemment, qui seraient à l'avenant, c'est-à-dire vraiment intéressants. Est-ce que vous avez déjà envisagé des projets en ce sens? Honnêtement, aujourd'hui, non, mais je peux vous dire que notre maison est attentive à tous les nouveaux projets, à toutes les nouvelles idées. Donc, personnellement, je ne connais pas le projet dont vous parlez. Honnêtement, je ne le connais pas, donc je ne vais pas dire je le connais, on n'en fait pas. Mais le problème, si le projet est viable et tout ça, on est à l'écoute. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer ce genre de projet s'il y a déjà des initiatives et tout ça. Oui, absolument. Il y a des initiatives chez certains de vos collègues, d'autres sociétés de logement service public. On en fait état dans le dernier numéro du logement, la revue du logement, les échos du logement, qui vient de la Société Wallonne du Logement. Et il y a là toute une série d'exemples de nouveaux projets qui vont dans ce sens. Regardez ce numéro et vous verrez... Je n'ai pas encore regardé, mais je vais le regarder. Nous sommes à l'écoute un peu de... Je me demande si ce n'est pas la Sambrienne, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ça va. Mais c'est dans Monsieur Loers, vous pouvez regarder sur le site de notre maison, comme ça vous pourrez envoyer toutes les informations via le mail de monsieur. Oui, mais enfin, monsieur Lebanet peut regarder le dernier numéro de la... Monsieur Lebanet, comme il veut, hein. Moi, je ne n'ai pas moi qui vais lui donner des infos. Non, je lui ai donné l'indication, c'est tout. Madame la bourgmestre, je le regarderai, je vous promets. Merci, monsieur Loers.
Madame Je vous remercie, Madame Manet. Madame Lamblin, Madame Petit-Berguin avait demandé la parole. Madame Lamblin. Oui, merci Madame la bourgmestre, je vous remercie de me donner la parole. En fait, je voulais intervenir au tout début, plus ou moins en même temps que Monsieur Châtel sur le Fontasnier. Et donc, vous avez plus ou moins répondu à toutes les questions que je me posais aussi. Effectivement, je me posais essentiellement la question du calendrier parce que les moyens ont été dégagés par la région Wallonne. C'est une très bonne nouvelle qui nous est venue de la région Wallonne et que vous nous confirmez ici. Et la bonne nouvelle, c'est aussi de vous entendre dire que vous entendez éventuellement faire des rénovations au Fontasnier et notamment les châssis, etc. Et c'est vrai que, ayant été sur le terrain, j'ai aussi pu constater qu'il y avait quelques dégradations à ce niveau-là. Et donc, je voulais savoir peut-être plus précisément si vous aviez une idée du calendrier vraiment et des modalités pour ces travaux précisément. Et alors, j'ai une autre question, mais c'est une question vraiment que je lance comme ça, mais à savoir si au CPS même, des permanences étaient organisées. Parce que j'entends qu'il y a une permanence qui est organisée à la régie de quartier, donc ça c'est très bien. Et je voulais savoir si vous aviez déjà songé au sein même du CPS à mettre en place des permanences. Mais bon, voilà, Gaëtan, je t'écoute sur ce sujet. Je n'ai pas du tout la réponse et donc c'est une pure question de curiosité. Okay. Je vous remercie. Donc, Madame Lamblin, bonsoir. Sur votre première question, de mémoire, mais je ne suis pas... Donc, l'aide sur les rénovations fait partie du plan de relance de la région Wallonne. Et de mémoire, les bons de commande, donc tout ça doit être passé à notre conseil d'administration avant le 31 janvier 2021. Et les bons de commande aux sociétés doivent passer avant, j'hésite, entre le 30 septembre 2021 ou le 31 octobre. Donc, ça doit être des travaux qui doivent être réalisés très vite parce que l'idée de la région Wallonne, c'est justement de remettre toutes les entreprises au travail. Donc, ça va aller très vite. On va commencer à voir les résultats de ces plans de rénovation fin 2021, mais début 2022, on sera dedans. Donc, c'est dans un objectif plus ou moins d'une année. Alors, Monsieur Demanet dit très vite. Ça a l'air, c'est vite pour les entreprises, enfin les institutions publiques, mais c'est lent pour... Oui, je sais, mais dites-vous bien, donc, il faut faire l'état des lieux, il est fait, il faut lancer des cahiers des charges, il faut rédiger des cahiers des charges, il faut demander des offres aux entrepreneurs, il faut analyser ces offres, donc voilà. Mais les bons de commande, donc après toutes ces étapes-là, les bons de commande de mémoire doivent être signés avant septembre 2021, avec chaque fois l'accord de la tutelle, chaque fois une décision du conseil d'administration. Donc, c'est quand même des étapes administratives assez importantes. Je peux vous dire que pour une société, pour un montant de 12 à 13 millions, c'est un boulot énorme. On est en train de recruter un peu pour l'instant, parce qu'avec nos équipes actuelles, on n'y arrivera pas. Ça, c'est la raison pour laquelle il faudra un bon plan de communication entre les étapes. Oui, tout à fait. Mais ça Anne-Françoise vous a dit qu'au niveau... Et alors, la deuxième question de Mme Lamblin, au niveau des permanences, donc, il n'y en a pas au CPS. Aujourd'hui, il y a une permanence à la régie de quartier et il y a une permanence au Georges Marchal, donc, qui ont dû être supprimées à cause de la crise du Covid. On n'a jamais envisagé, et dans aucune des communes, on le fait au siège du CPS. C'est à réfléchir, mais donc voilà, on n'est pas opposé, mais on ne sait pas non plus multiplier le nombre de permanences. Voilà. Madame Petit-Berguin. Désolée, Patricia, je peux juste me permettre, mais j'ai présidé un CPS, mais c'était avant que vous faisiez des permanences au CPS. Hein? Parce qu'avec la commune de La Hulpe, on avait... À La Hulpe, oui. À La Hulpe, voilà. J'ai présidé le CPS de La Hulpe et on organisait des permanences. Donc, ma question... à La Hulpe, voilà. Ma question n'arrivait pas... Voilà. François, qui est à côté de moi, me soulignait que, sauf à La Hulpe, on faisait des permanences au CPS. Voilà. D'où ma question. Voilà, mais merci pour votre réponse. Bonne soirée. Madame Petit-Berguin. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Demanet. Je voulais en profiter, notamment, je rebondis sur l'élément que vient de signaler Anne. C'est en effet une de mes questions, c'était le calendrier, donc merci d'avoir répondu. Je voulais en profiter pour saluer ce plan de rénovation et remercier aussi le bourgmestre d'y mettre toute son énergie.
Je voudrais en profiter aussi pour saluer le travail formidable que fait la régie de quartier depuis des années dans ce quartier quand même relativement difficile, notamment pour ces questions de cet urbanisme qui, comme vous l'avez très bien expliqué au début, était une erreur du passé qu'il faut continuer à assumer. Et donc, pour nous, c'est en effet très important. Je rejoins totalement monsieur Châtel. C'est cette problématique. Et il n'est pas qu'une question de logement, mais clairement d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Et donc, vous en avez parlé, c'est d'un aménagement du quartier. Et donc, dans ce cadre, j'aurais aimé avoir plus d'éclaircissements sur éventuellement les projets à venir. Mais là, c'est conjointement avec le collège, probablement. S'il était possible de nous revenir avec plus d'éclaircissements sur le projet, les différents projets sur Aix-en-Serre et Genneval. Et alors, j'avais un point particulier, une question par rapport à l'espace qui se trouve près du potager partagé. Il y a encore là un espace sportif, en fait, qui est complètement de guingois. Et j'avais posé la question à l'échevin Grégory. Je pense qu'il doit être bien au courant de ce problème. Est-ce qu'il est envisagé de rénover cet espace sportif qui se trouve là? Il y a des jeux, mais il y avait là la possibilité pour les jeunes du quartier de pratiquer du sport de quartier. Donc, et je me demande si on envisage de rénover cela. Merci. Monsieur Vertet, s'il vous plaît. Oui, donc on était intervenu de manière modérée pour répondre à un projet de quartier donc, qui avait eu lieu. Mais effectivement, donc c'est une infrastructure de notre maison. Donc c'est notre maison qui est effectivement à la main par rapport aux investissements qu'il y a lieu de faire par rapport au terrain de basket. Donc, je vais dire, c'est un peu ça que je pense que tu fais allusion, Fabienne, c'est le terrain basket entre guillemets multisport. Oui, c'est ça. Sur le site, voilà, notre maison. Donc à ne pas confondre avec celui sur non. le site des Charmettes. On est bien d'accord. Mais donc pour nous, clairement, c'est aussi, ça fait partie de l'intégration dans un quartier, de porter une attention. Donc j'aurais aimé savoir si, Monsieur Desmanet, si ce terrain pouvait se commuer dans un projet participatif éventuellement avec les habitants et pas que les habitants du quartier, justement pour veiller justement à éviter une exclusion et justement pratiquer l'inclusion et de travailler sur un projet de rénovation de cet espace. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous répondre franchement. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus de subsides depuis quelques mois. Nous n'avons plus de subsides sur les espaces sportifs. Nous en avions. Nous pouvions jusqu'il y a 3-4 mois, aller à Infrasport et avoir des projets, comme nous en avons un à Georges Marchal, qui est toujours en attente, mais qui est toujours là. Aujourd'hui, l'accès à Infrasport, c'est fini. Aujourd'hui, si nous faisons des améliorations de terrain comme ça, sur fonds propres, nous ne le ferons pas. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on pense qu'il vaut mieux d'abord investir dans l'isolation, dans la rénovation des logements. Donc aujourd'hui, si on ne travaille pas, moi je ne suis pas contre le fait que notre maison mette de l'argent, mais il faut que la commune suive. On ne fera pas tout sur fonds propres. C'est impossible. Moi, j'aurais quand même insisté et rappelé qu'il y a un terrain multisport aux Charmettes qui se trouve à un jet de pierre, mais un tout petit jet de pierre d'ailleurs, du Fontasnier, et qui est quand même fort utilisé par les jeunes du quartier. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de terrain multisport dans ce quartier-là. Oui, je le conçois, Madame la bourgmestre, mais d'un autre côté, si on veut redonner de la circulation et permettre aux jeunes des deux côtés, et comme vous le savez, le terrain des Charmettes est, comme vous l'avez dit, fort occupé en temps normal, hors Covid. Et donc, il est normal, vu ce quartier qui est quand même dense, d'y prévoir en tout cas une activité sportive. Et on le sait très bien que ce terrain est un enjeu aussi pour les jeunes du quartier. Donc voilà, j'insiste. Mais voilà. Ok, Monsieur Vertet. Monsieur Desmanet, est-ce que vous faites allusion au nouveau projet de subventionnement du ministre Cru? Non. Non, je ne. À quel niveau? Je ne comprends pas bien votre question, Monsieur Vertet.
pour les subventions d'infrastructures sportives de quartier. Donc, avant, les sociétés de logement avaient accès à Infrasport et par rapport aux communes, on avait 10% en plus quand il y avait une implantation sportive qui était implantée dans une cité sociale. On avait plus d'argent qu'une commune. Ça, c'est fini. Les subventions sont toujours possibles ou pas? Aujourd'hui, non. Via les sociétés de logement, non. Via les communes, non. Oui. Nous autres, c'est fini. Mais via les infrasports, oui. La commune, via Infrasport, oui, mais plus les sociétés de logement. OK. Et c'est depuis 3-4 mois, hein, depuis l'été. Hein. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense qu'il y en a déjà eu beaucoup. Non? Voilà, je vous remercie, monsieur monsieur De Scuter. Il faut mettre le micro. Je mets le micro. J'aurais voulu savoir où on était le projet à la cure de Rosières, avec les mouvements de jeunesse qui s'y trouvent et la cure qui, finalement, pour moi, ne devrait pas être abattue. Honnêtement, il y a tellement de dossiers à notre maison. Personnellement, je ne sais pas où on en est. La bourgmestre peut peut-être dire plus que moi. Je veux bien vous revenir demain ou après-demain, mais je pense qu'on a le permis. C'est pour les chemins du logement qui pourra répondre. J'en ai parlé lors du dernier conseil avec la déclaration de politique du logement. Donc, le dossier de la cure de Rosières, qui est un des dossiers que j'ai cités dans les projets qu'on a avec notre maison, est un dossier très abouti et donc les travaux devraient démarrer au printemps de l'année prochaine, je dirais, avec encore une petite imprécision sur le calendrier. Comme tu le sais, Michel, on poursuit en parallèle la construction, le projet de construction des locaux des mouvements de jeunesse. C'est Grégory Vertet donc, qui suit ça de près aussi, pour reloger les louveteaux et les baladins qui se trouvent dans les annexes de la cure. Je rappelle, parce que tu parlais de la démolition de la cure, que le bâtiment principal n'est pas démoli et ce sont les annexes qui sont totalement, je dirais, inoccupables et qui ne sont plus en état et qui ne représentent pas non plus elles-mêmes d'intérêt architectural, qui seront démolies. Et à côté de ça, évidemment, la construction de logements à droite de la cure et rénovation interne de la cure pour le logement du curé et pour la petite salle de réunion paroissiale qui se trouve à l'intérieur. Je suis tout à fait d'accord pour ce qui est des bâtiments annexes qu'il faut abattre parce que là, c'est complètement pourri. Mais c'était pour être sûr qu'on garde malgré tout une plaine de jeux pour les mouvements de jeunesse qui me semble pour moi être très important. Voilà, il n'y a plus grand-chose. Largement, on garde largement. Évidemment, M. Vertet, comme a dit M. Garny, a l'œil là-dessus et le bon œil d'ailleurs. Il surveille ça de très très près et il rappelle régulièrement. Donc le but, c'est d'avoir des centres locaux. Effectivement, régulièrement au collège, on se rappelle l'importance, en tout cas, d'avoir un échéancier qui tienne la route justement par rapport aux deux projets concomitants qui puissent se faire sans entraver l'un et l'autre. Et donc, on est enfin justement non seulement de pouvoir faire avancer le projet Rosières et Campagnol, parce que les deux sont liés, c'est un seul et même projet, mais en tout cas, donc on est au stade de la demande de permis, donc ça veut dire qu'on a bien avancé de ce côté-là, et donc l'unité, en tout cas à l'heure actuelle, peut être assurée par rapport à l'état d'avancement du projet, et les plaines de jeu, bien évidemment, seront préservées. Donc il n'est en aucun cas question de priver qui que ce soit d'une plaine de jeu, ou en tout cas de locaux sécurisés. Voilà, je vous remercie. Donc, je remercie M. Demanet et Mme Mouton de nous avoir consacré autant de temps et d'avoir fait cette présentation qui, je pense, permet à chaque conseiller communal d'avoir une idée sur ce qu'est le logement social et en tout cas ce qu'est la société Notre Maison. Merci. Vous inaugurez un petit peu une ère parce qu'on va essayer de temps en temps de faire venir des intercommunales ou des associations avec lesquelles on travaille, de manière à ce que tout le monde ait bien une bonne vision des réalités du terrain. Je pense que c'est super important.
Je vous remercie, Monsieur de Manet. Je vous remercie, Madame Mouton. Merci, Madame la bourgmestre. Merci, Monsieur le Président de CPS. Merci à tout le monde et bonne soirée, bonne fin de réunion. Bonne soirée. Parfait, merci, bonne soirée. Alors, je vais revenir sur les synergies. Donc, il y avait, je pense, Monsieur Dive qui voulait intervenir. Vous avez la parole, Monsieur Dive. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre et je ne sais plus qui c'était. Monsieur Châtel, voilà. Oui, merci Madame la bourgmestre. Très brièvement, on parlait de l'audit informatique qui serait communiqué à l'ensemble des conseillers communaux. Comme le service est commun au CPS, ce serait bien aussi de transmettre ce rapport d'audit au Conseil de l'action sociale si c'est possible. Merci. Je pense, Monsieur Dive, que vous devriez vous adresser à Madame Van der Linden pour cela. Parce que nous avons donné au CPS et le CPS vous donnerait en direct. Ce n'est pas nous, commune, à vous le donner en direct. Mais comme c'est un conseil commun, je m'adresse aux deux. Merci. Ah ben voilà. Monsieur Châtel. Oui, voilà. Moi, je voulais brièvement saluer le rapport des deux directeurs généraux. J'applaudis en fait cette transparence qui nous permet à tous de comprendre, surtout moi qui n'ai pas de représentant au CPAS, de comprendre cette difficulté qu'il y a à trouver cette fameuse synergie. Qui ne pourra que faire du bien à la commune et au CPAS. Donc voilà, je pense que le problème a l'air d'avoir été bien analysé. Maintenant, moi, j'encourage tout le monde effectivement à aller de l'avant et à faire en sorte que cette synergie se mette vraiment bien en place à tous les niveaux. Et donc, encore une fois, merci pour ce rapport transparent et honnête. Je pense que ça n'affaiblit jamais quelqu'un de faire preuve de transparence à ce niveau-là. Et du moment que l'objectif est d'aller de l'avant, donc voilà, bravo. Je vous encourage vraiment à continuer dans cette voie. Catherine de Troyer. Le micro, Patricia. Patricia, ton micro. Oui, voilà, excusez-moi. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Je souhaite aussi une bonne soirée aux personnes qui nous suivent via Facebook et au prochain conseil communal qui aura lieu le mercredi 25 de ce mois-ci. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci à tous.